Bonjour à tous, bienvenue sur Omines, ici Arthur et aujourd'hui je vous présente les grandes idées du dernier livre de Laurent Berton aux éditions Magnus qui s'appelle Game Over. J'avais fait en réalité un post synthétique sur Instagram, je vous mettrai ça à l'écran sur mon compte, mais aujourd'hui je voulais aller, on va dire, un peu plus dans le détail sur les grandes idées et surtout m'appuyer sur les derniers chapitres qui évoquent vraiment la notion de souveraineté individuelle et de sauvetage par soi-même, comme une sorte de développement personnel. Et j'aimerais appuyer sur cette partie-là précisément. Vraiment cette volonté de reconquête introspective. Ok. Donc je vais d'une part disséquer un petit peu le livre, alors sans trahir l'auteur, donc sans aller trop loin dans les détails. Je vous laisserai acheter le livre si vous êtes intéressé forcément. Mais je vais surtout vraiment vous donner mon point de vue sur cette notion de reconquête. Donc restez bien jusqu'au bout parce que pour moi c'est la seule voie à suivre aujourd'hui si on va dire on veut se sortir un peu des méandres modernistes, progressistes et tendre on va dire vers un destin personnel et communautaire un minimum sympathique. Alors le livre s'organise plutôt en 7 niveaux plus un niveau de conclusion. Et ce premier niveau, donc, il s'appelle You Lose. Dans ce premier niveau, tout simplement, Oberton nous dit que toutes les idoles démocratiques et étatistes ne sont qu'illusions. Pour lui, vraiment, la démocratie, c'est l'illusion du bon pouvoir, égal et partagé, comme il le dit si bien. Il y a une notion vraiment de servitude, de déresponsabilisation. Pour lui, vraiment, le vote, c'est qu'une reconduction d'un pouvoir dominant, c'est d'une inutilité confondante, surtout que votre voix n'a aucun impact. Dès les premières pages, il souligne le fait que vous êtes noyé avec 47 millions d'autres votants, que le jeu démocratique est fait pour nous rendre addicts, donc pour aller voter, pour lire les programmes et pour nourrir une foi, on va dire, dans un parti. Il y a une logique partisane et de confrontation qui est sciemment orchestrée par le pouvoir dominant. Et on a concomitamment à ça une faiblesse dans le discernement, dans la réflexion, dans l'éveil des consciences, parce qu'on a un pouvoir politico-médiatique qui fait transiter des idées égalitaristes, progressistes et délétères, on va dire, au sein de la société française. Ce qui fait que les deux golems qu'il a appelés dans le livre, Robert et Josiane, sont complètement gangrénés et parasités du cerveau par ce prisme, cette vision, on va dire, égalitariste, progressiste, moderniste, mondialiste, ce que vous voulez. Et ce qui fait que leur discernement, leur éveil n'est plus de ce monde et qu'ils ne sont que des moutons complètement soumis à la doxa. En fait, dans ce niveau, il faut bien comprendre qu'il pose les bases. Nous vivons dans un grand jeu truqué dont le concepteur est l'État et sa démocratie et sa république. Et tout ça est fait pour qu'on joue et pour qu'on ne se rende pas compte que les dés sont pipés, alors qu'ils le sont. Quand on commence à comprendre les choses, alors on peut aller plus loin dans son anti-étatisme, voire dans son anarchisme, parce que Oberton fait une sorte de déclaration d'amour aux idées libertariennes dans le livre, et on se rend compte que ça monte en puissance crescendo. Ça, c'est vraiment le niveau 0, you lose, les dés sont pipés. Là, clairement, si vous êtes encore bercé par les idoles démocratiques, étatistes, socialistes, si pour vous, toutes les chimères, on va dire, en place dans l'air du temps sont censées pour vous, si vous ne les percevez pas comme telles, donc comme des chimères, et que pour vous, tout notre système va très bien, évidemment, la suite va être compliquée. Vraiment, dès le niveau 0, vous sentez la fervente opposition à l'État de la part d'Oberton. Ensuite, niveau 1, il nous parle du fait de renverser l'immigration. Pour lui, clairement, l'immigration, elle est déjà non consentie par la plupart des gens, par en tout cas une majorité du peuple, qui pense que c'est trop, qu'on est dépassé. Et lui, il parle littéralement d'un Armageddon de civilisation. Et bien sûr, par-dessus, l'État dominant, ou la ligne dominante, fait passer la chose avec des banalités, notamment comme les excuses sociales. C'est toujours parce que c'est social qu'il y a des inégalités ou qu'il y a de la violence. Comme il le dit d'ailleurs Oberton, l'État est fort avec le contribuable et il est faible avec, on va dire, le barbare. Il y a vraiment une logique d'impunité sur son propre sol. Et il dit aussi un truc intéressant, c'est que l'expression culturelle et sociale des peuples est liée à leur faculté directe, leur faculté propre, leur génie. Et quand on a
un procédé de supplantation, de remplacement de population, donc de culture et de civilisation, parce que tout va ensemble, alors on efface ce qui faisait foi avant et on donne autre chose. Donc il y a vraiment une reconduction tous les ans d'un système immigrationniste extrêmement fort qui fait que on a littéralement un délitement de civilisation, un Armageddon comme il le dit, et que par-dessus le système de moraline et de culpabilisation qui marche si bien en Occident, notamment en France, fait que il n'y a pas encore assez d'éveil collectif et que globalement les idées cosmopolites ou multiculturalistes sont relativement acceptées par une bonne partie de la population. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1. Pour lui, s'il l'a mis là, c'est que c'est une priorité absolue. Il faut renverser l'immigration, sinon on sera dépassé littéralement et la civilisation et son génie propre seront supprimés de la carte. Ça, c'est vraiment pour lui la priorité. Niveau 2, c'est le fait de restaurer la sécurité. Là, pour lui, clairement, il y a non pas un sentiment d'insécurité, comme disait Monsieur Dupond-Moretti, mais il y a vraiment un problème avec les sanctions, avec la fermeté. Il le dit lui-même, donc là j'ai mon écran en face de moi, j'ai noté quelques citations. Près de 80% des délits avérés ne sont pas sanctionnés par de la prison ferme. Donc là, c'est vraiment une impunité réelle, statistiquement établie. Et encore une fois, l'État est faible avec le barbare, fort avec le contribuable. Et l'honnête citoyen est victime deux fois, donc de la part de l'État et du barbare. Donc il y a vraiment cette espèce d'impunité grandissante, galopante, d'année en année, et surtout de façon consciente. L'État, encore une fois, ne manque pas de moyens. Il trouve les moyens quand il le veut bien. Mais quand il y a des problèmes, on va dire, qui lui semblent moins importants, ou au contraire, des problèmes qui en fait pour lui sont des moyens de faire passer un agenda politique et idéologique, alors on touche pas, on laisse et on réorganise la chose et on continue la destruction, ok? Et par-dessus, on donne des prétextes, on donne des excuses, on fait jouer les arguments sociaux et systémiques, je vous l'ai dit juste avant. Voilà, toujours des prétextes pour faire avancer un agenda moral, un agenda idéologique, politique, économique, de civilisation, géopolitique aussi. Donc il y a vraiment tout un package, on va dire, étatiste, qui fait qu'on peut tout justifier. Ça, c'est le niveau 2, la sécurité. Niveau 3, il nous parle du socialisme. Le socialisme, pour lui, c'est une plaie extraordinaire. L'idée, c'est de s'emparer des richesses et de redistribuer, encore une fois, dans du social. Donc, le social, c'est la vie. On a plein d'exemples comme ça. Le plan Borloo, par exemple, il y a maintenant plus de 15 ou 20 ans, je crois. Il y a, par-dessus ça, un nombre d'aides considérable en France. Il y a un socialisme et une redistribution folle. Et pour lui, ça, c'est clairement un racket qui est lent, calculé, méthodique. Il faut vraiment presser le citron tant que c'est encore possible et redistribuer tout le temps. Il faut vraiment s'engraisser au maximum et ensuite se donner bonne conscience et faire un peu de redistribution par-ci, par-là et faire croire qu'on fait le bien. Toujours ce prétexte moral via un processus de redistribution. Et en fait, tout ça, pour lui, c'est clairement pervers. On n'est pas du tout là dans une démarche de bien. On est là dans une démarche d'assistanat. On crée des générations d'assistés qui ne savent plus vivre et s'émanciper, on va dire, par eux-mêmes, tout simplement. Donc on va aller voler les Français et on va redistribuer dans les aides, dans des plans sociaux, etc. Donc ça, c'est vraiment le socialisme. Et moi, l'argument qui m'a le plus plu, c'est vraiment ce côté où on crée des assistés et des gens qui ne savent plus penser et agir en dehors de l'État. On crée des addictions à l'assistanat, littéralement. Niveau 4, c'est séparer l'économie de l'État. Et là, Overton, il souligne en gros la pression fiscale qui est énorme et le fait qu'on n'aide pas du tout les entreprises et les initiatives privées à se développer. Signe d'un pays qui monte en puissance dans un communisme, dans le communisme. C'est vraiment criant de vérité. Et l'État devient toujours plus obèse et son interventionnisme est de plus en plus problématique, d'autant plus que celui-ci ne sert que l'État. L'interventionnisme, à chaque fois, il pénalise tout le monde, sauf l'État, et le consommateur final est lésé. Les initiatives privées, je l'ai dit avant, sont lésées. En France, on est aussi très très fort dans les taxes, dans les impôts. Je vous mettrai à l'écran si je trouve une stat sur ça, mais on est extrêmement bien classé dans les
la taxation, dans la confiscation. Vraiment, c'est un enfer hein, pour les gens qui veulent monter des boîtes et faire du chiffre. En France, il n'y a pas du tout cet esprit plus libéral qui permet de créer et de prospérer. Donc vraiment de créer de l'emploi, de la richesse, de la valeur. Il y a vraiment cette logique de captation des richesses, hein, cette espèce de kleptocratie, de socialisme, de connivence qui fait foi et qui fait que ces initiatives privées sont globalement lésées et que les gens partent. Il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs qui partent et de gens qui gagnent de l'argent qui partent parce que ce n'est plus tenable et parce que pour certains, ils ne veulent plus financer tout ce qui va relever du public. Okay, parce qu'encore une fois, ce socialisme-là dont je parlais juste avant, dans le chapitre 3, le niveau 3 plutôt, il sert les intérêts publics, donc les chaînes d'information publiques, et donc qui relaient toutes les idées qui font que l'État fait sens. Et encore une fois, Oberton, il ne critique pas dans ce livre spécialement droite et gauche. Hein, pour lui, c'est vraiment cette ligne dominante étatiste, parce que qu'importe qu'on relaie des idées plutôt de gauche ou plutôt de droite, l'idée c'est que rien ne pourra venir du haut, de l'État. Que ça reste une structure dominante qui, tôt ou tard, va finir par devenir obèse. Et en fait, pour Oberton, il est déjà obèse. Et la solution donc ne vient pas du haut. Et ça fait la transition avec le niveau 5, qui est de briser les supports du conditionnement. Donc jusque-là, on sent bien que Oberton monte en puissance dans son anti-étatisme, et là, il nous parle du conditionnement. Que cette manière de penser, hein, comme quoi il faudrait un État, il faudrait une disposition des choses très jacobine, issue de la République, une centralisation forte, donc une domination, une verticalité très forte. Toutes ces idées-là, pour Oberton, clairement, elles viennent d'un conditionnement politique, médiatique, d'un relais très fort dans les écoles, les facultés, les éditions, les médias, bref, tout ce qui fait la culture et qui transite par les mœurs, hein, ça fait que finalement on est depuis le berceau complètement parasité par les idées égalitaires, étatistes, aujourd'hui aussi mondialistes. Tout ça va globalement ensemble, hein, on va détruire les particularismes, les localités, les différences qui font pourtant les richesses de ce pays et des autres d'ailleurs. Et là maintenant, le niveau 5, c'est vraiment intéressant parce qu'il nous parle du fait de tuer le maître qui réside dans l'esprit. Pour Oberton, le sauvetage viendra du bas, donc de nous-mêmes, de notre propre souveraineté. Et là, on va commencer à rentrer tout doucement dans ce qui m'intéresse moi le plus dans ce livre. Il faut tuer le maître qui réside dans son esprit, qui a été implanté de force, encore une fois, par un relais politique, médiatique, par une éducation, par des croyances, par un esprit du temps global. Et il faut littéralement, pour le coup, déconstruire tout ça. Et d'autant plus qu'il y a un monopole moral. Donc lui, il appelle ça le curseur du disciple dans son livre, c'est assez joliment dit. C'est-à-dire que cette ligne dominante qui transite partout va pouvoir mettre des bonnes notes et dire ce qu'il est possible de dire justement ou pas. Hein, il y a vraiment ce cadre qui est contrôlé par cette ligne dominante et par ce monopole moral, d'autant plus que je l'ai dit, les sociétés occidentales sont très susceptibles et faibles face à la moraline, alors que par exemple, dans les sociétés asiatiques, c'est plutôt la honte qui permet de cadrer un petit peu les populations, on va dire sur un plan relativement politique et sociétal. Hein. C'est ça qui fait que on peut garder les gens un petit peu sous clé. En France, en Occident, c'est plutôt la culpabilisation, la morale. Niveau 6 maintenant, il appelle ça séparer la France de l'État. Pour lui, ce qu'il dit clairement, c'est qu'il faut en finir avec la politique politicienne et que l'État devrait se cantonner à des fonctions de sécurité. Donc on est vraiment dans ce qui peut se rapprocher d'une minarchie. La minarchie, c'est l'État minimal, limité à ses fonctions régaliennes. Donc là, pour lui, on a un tel état de domestication qu'en fait, on pense que quand ça va pas, il faut encore plus d'État. Okay, comme si toujours plus de quelque chose qui ne fonctionnait pas allait subitement fonctionner. D'ailleurs, dans cette fibre-là, il y avait une citation de Einstein qui disait que la vraie définition de la folie, c'était de penser que toujours plus de la même chose allait donner un résultat différent. Donc on est exactement dans cette filiation-là, dans cette idée-là. Donc pour Oberton, il faut un État policier. Notre domestication explique qu'on est incapable de penser comme ça, alors que pourtant il le faudrait. Et donc j'ai quelques citations à faire maintenant.
Et la première, c'est celle-ci, sur donc cette logique, si vous voulez, du côté parasitaire de l'État et de son côté antinaturel. Donc je cite, « Il affronte notre nature, force les volontés, administre les existences, prétexte sa morale pour couvrir ses abus et ignorer ses méfaits. » On sent bien là donc un fervent anti-étatisme et surtout le côté antinaturel. L'État nous force, l'État nous bloque, l'État nous parasite. Il est un opposant direct aux libertés fondamentales, à notre nature. Et quand on est de droite, donc quand on apprécie l'ordre naturel, on ne peut pas se mettre dans le camp d'une entité qui est antinaturelle, qui s'oppose à nous et qui nous empêche d'accéder à notre propre libération intérieure. Donc ça, c'est vraiment le niveau 6 qui m'a aussi beaucoup intéressé. Le français moyen, en gros, réclame toujours plus de force de la part de son bourreau, de son dresseur, parce qu'il est devenu incapable de s'en sortir tout seul comme un grand, dans une société plus libre, plus libérale, où en fait on aurait un état minimal pour Oberton, où oui, il faudrait plus d'organisation, plus de volonté, plus de vigueur, plus de compétences, plus d'intelligence. Oui, c'est sûr que ça ferait émerger certainement une forme de sélection naturelle, ça ferait tout drôle à certains. Ça, c'est intéressant aussi comme idée, je peux faire le lien avec le chapitre sur le socialisme, c'est que ce socialisme-là est un destructeur d'entraide, tandis qu'une société plus libre permettrait l'entraide, parce qu'on n'aurait plus le choix que de s'entraider. Il faudrait être communautaire, il faudrait s'aimer vraiment et faire en sorte que nos communautés se portent bien. Mais pour ça, il faut évidemment de l'organisation, il faut une certaine volonté, une certaine intelligence. C'est en fait un combat, on va dire, relativement aristocratique. C'est vraiment une exigence particulière, la liberté. Et forcément, tout ça est difficile à obtenir, comme tout ce qui est noble. Et par extension, d'ailleurs, Oberton, pour enfoncer le clou, nous dit que tout ce qui est noble, et même tout ce qui est digne d'exister, le peut en dehors de l'État. Et vraiment là, on sent qu'il rentre de plus en plus dans son côté antipolitique pour donner en fait le coup final avec son niveau 7 qui est nous séparer de la domestication. Donc là, clairement, il a dézingué toutes les idoles démocratiques et étatistes. Donc pour résumer jusque-là, Oberton nous a parlé du fait que les dés sont pipés, de l'immigration, du socialisme, de la sécurité, de l'économie, du conditionnement, du fait que la France devrait être un État minimal, donc séparer la politique, vraiment la dégager et faire en sorte que cela revienne entre les mains des citoyens, enfin des Français en fait, et qu'on en reste à un État policier. Et là, il nous parle maintenant de on va dire, du fait de se séparer définitivement de l'esclave en nous-mêmes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour lui, nous séparer de la domestication qui a été implantée dès la naissance, par l'éducation et ensuite par le relais politico-médiatique, c'est la voie suprême et indispensable à adopter. C'est le chemin à suivre absolument. Et il dit bien que les événements obéissent toujours à des hommes libres et déterminés. Et pour ça, il faut qu'une nouvelle aristocratie de l'esprit naturelle, noble, émerge tout simplement, et qu'il y ait des meneurs d'hommes, tout simplement, qui prennent les choses en main, qui montrent cette voie anti-étatiste, libre, donc la mise en place d'une société plus libre, et tout ça ne pourra se faire qu'avec une réelle révolution individuelle, personnelle, mentale, intellectuelle, spirituelle, bref, une reconquête de sa propre souveraineté. Et là, je vous fais une citation qui m'a beaucoup plu dans ce livre, parce que elle révèle en quoi tous les problèmes, tous les maux, MAUX, viennent en fait de nous. Donc, en quoi est-ce que la responsabilité absolue doit être un idéal, Et cette phrase, c'est la suivante. La dictature est une fiction, faite de millions de renoncements et de milliers de collaborations. Donc, la dictature n'existe que parce que nous lui permettons d'exister, que parce que nous renonçons et que parce que nous collaborons, que parce que nous sommes tièdes, que parce que nous n'acceptons pas, ou nous n'avons pas la force vitale, d'aller chercher un modèle plus noble, plus libre. Donc la dictature est une fiction faite de millions de renoncements et de milliers de collaborations. Très juste, je pense aussi que tous les problèmes viennent des Français eux-mêmes. Il y avait d'ailleurs Demestre qui disait, je crois, que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.
Donc là, on n'est pas dans une fibre anarchiste ou libertarienne ou minarchiste, mais il y a quand même cette idée que les gens n'ont que ce qu'ils méritent. Et là, il y a encore ça comme idée, c'est-à-dire que s'il y a une dictature molle qui est en place, parce que c'est aussi un peu ce qu'il dit en filigrane, c'est que la démocratie n'est rien d'autre qu'une dictature molle finalement. Un totalitarisme des minorités, des progressistes, des mondialistes. Et si tout ça est possible, c'est parce que nous renonçons et parce que nous collaborons avec le mal. Ensuite, donc, il donne 10 points, on va dire, de développement personnel et de conseils métapolitiques, que je ne citerai pas pour, encore une fois, pas trahir l'auteur, mais il y a littéralement 10 points, comme les 10 commandements à suivre pour eh bien, se développer et diffuser son message. Et puis enfin, le dernier niveau, il s'appelle Tuer le game. Il fait un petit récapitulatif, il donne ses derniers conseils, et il écrit plutôt ses dernières punchlines. Là, ce qu'il dit clairement, c'est « sauvez-vous vous-même », d'accord, comme des grands. J'ai donné toutes les clés de la responsabilisation et de la reconquête individuelle, qu'il a donc disséminées à travers le livre, et maintenant, il faut passer à l'action. Donc 2 citations aussi très intéressantes, une sur la liberté et une sur l'intérêt général. Première citation donc sur la liberté. Celui qui proclame la liberté impossible est tout simplement trop bien dans sa cage. C'est-à-dire que les collectivistes en gros, pour la plupart, qui pensent que la liberté n'existe pas, ou en tout cas que ça ne vaut pas le coup d'aller la chercher, sont les premiers qui sont très bien dans leur petite prison dorée, et qui n'ont pas la force vitale pour s'extirper de cet état de servitude. Ils ont tellement bien gagné leur servitude volontaire, comme disait la Boétie, que finalement, ils proclament comme un prétexte, comme une excuse à leur médiocrité, que la liberté n'existe pas, ou en tout cas, qu'elle n'en vaut pas la peine. Donc, deuxième citation, tout ce qui se présente comme positif, c'est-à-dire imposé, administré, au nom d'une grande politique commune, se traduit toujours par des réalités totalitaires nocives. Ça, c'est très intéressant parce qu'on vient annihiler complètement le mythe collectiviste, le mythe de l'intérêt général. Il faudrait toujours agir au nom du bien, au nom de l'autre, alors qu'en réalité, tout ça est encore une fois un prétexte moral pour faire avancer l'agenda politique, idéologique, économique aussi, enfin après c'est global, mais en tout cas de la ligne dominante, donc de l'État. Donc j'en finis sur ça pour la partie analyse du livre, et maintenant je vous ajoute là comme ça rapidement mes 3 conseils, mes 3 piliers du développement de soi-même. Oui, parce qu'en réalité dans son livre, Oberton c'est très bien qu'il nous parle de reconquête individuelle, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans ce sens-là, parce que malheureusement on a gagné notre servitude, mais il s'agirait maintenant de gagner notre liberté. Donc ce livre-là est une très bonne introduction pour ce faire, avec une vision métapolitique de droite, clairement, c'est bien. Maintenant, je vous donne mes 3 petites astuces, mes 3 petites recommandations pour vous développer sainement en 2022 et affronter le destin qui va être de plus en plus compliqué, j'en ai bien peur, avec le temps. En tout cas, au niveau collectif. Mais individuellement, il est possible de s'en sortir, il est possible de mettre en place des choses tout à fait saines, tout à fait nobles. Et donc, pour être très clair, il faut que je sépare l'homme en 3 parties, pour vraiment vous donner à mon tour, comme Oberton le fait, mes recommandations de reconquête personnelle. Première partie, c'est le corps. Deuxième partie, c'est l'esprit. Troisième partie, c'est le capital économique. Le corps, ça va être tout simplement la santé, la force, l'esthétique, l'allure, la démarche. Vraiment, c'est extrêmement global. C'est tout ce que vous dégagez. Et pour moi, quand même, le plus important, c'est la santé, qui trône vraiment tout en haut. Après, c'est un choix personnel. C'est un ordre que j'ai fait moi-même. Pour moi, c'est la santé qui est le plus important. Donc, c'est votre capacité à vous nourrir correctement, à bien récupérer, à faire du sport, à avoir une activité régulière dans votre quotidien. Vraiment, ça, c'est le premier pilier. Un corps en bonne santé, un corps vigoureux, fort, c'est quand même la base de la reconquête, quoi. Si vous n'avez pas de corps, si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes chétif ou faible, ça va être très compliqué ensuite de développer des idées saines. D'ailleurs, c'est en ça que je pense intimement que le corps et l'esprit ne sont qu'un tout, ils sont extrêmement liés. Et donc par extension, l'esprit, justement, l'esprit ça va être votre culture, toutes les lectures que vous allez faire qui vont enrichir votre grille de lecture personnelle, avoir une vision nuancée, complexe, intéressante,
une connaissance de l'histoire, des sciences, mener à bien ce qu'on appelle l'introspection, donc la connaissance de vous-même, votre spiritualité. Tout ça, c'est la partie esprit. Donc c'est aussi une élévation morale, bien sûr, par extension. C'est un pan immense, évidemment, de notre vie et qui est donc indispensable à nourrir au quotidien. Et tout comme il faut alimenter son corps dignement, il faut alimenter son esprit dignement. Donc par les productions culturelles de qualité, par les livres et par, on va dire, l'altérité, donc la rencontre avec les autres, les discussions qu'on a et tout l'environnement qui est le nôtre, qui nous appartient. Il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, donc dites-vous bien qu'effectivement, votre environnement direct a un impact positif ou négatif sur vous. Mais en tout cas, il n'est pas neutre, il a un impact. Donc prenez ça en compte vraiment, l'esprit, c'est indispensable pour l'éveil des consciences, c'est la base, tout comme le corps, il n'y a pas de niveau. Donc il faut être complet, mais on ne saurait être complet sans le troisième pilier qui est le capital économique, parce que comme disait Napoléon, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas d'indépendance, pas de marge de manœuvre financière, même pas d'écosystème ou de placement ou d'entreprise ou de projet, et en tout cas, si vous n'avez pas du tout de possibilités économiques dans votre vie, que vous êtes vraiment à chaque fois, tous les mois, ric-rac, ça va être très compliqué. Là, il faut que je développe juste une minute de plus, parce qu'à droite, il y a encore un vrai problème. Alors à gauche, ça ne m'étonne pas du tout, c'est plutôt dans leur tradition de penser, mais à droite, il faut vraiment en finir avec les délires collectivistes, socialistes, voire anticapitalistes. Il y a des courants comme ça à droite qu'on voit, et plus globalement, il y a toute une espèce de morale catholique ou chrétienne, je ne sais pas trop, qui en fait est mal comprise, parce que l'argent n'a jamais été condamné en soi. L'argent n'est pas le mal, l'argent est un outil neutre, et c'est à nous, en tant qu'hommes, de s'en servir pour le meilleur. Okay, il faut le gagner dignement, il faut qu'il découle de vos vertus, le dépenser intelligemment et le faire circuler cet argent également intelligemment. D'où la notion d'écosystème à produire, à créer et à alimenter avec les gens, on va dire, de votre bord intellectuel ou spirituel. En tout cas, ça me paraît du bon sens de faire tourner cette machine économique. Et sans la croissance en synergie de ces 3 piliers que sont le corps, l'esprit et le capital économique, vous allez vous limiter. Et El Famoso sélection naturelle risque de vous tomber dessus tôt ou tard. Allez, donc je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à vous procurer le livre de Laurent Berton aux éditions Magnus, Game Over. Et puis, retenez bien que par extension, donc là c'est mes petits conseils perso, vous ne pouvez rien espérer du réel, du monde, sans une reconquête individuelle, parce que tout à la fin se résume à vos propres actions, et ces actions-là doivent être dirigé vers le corps, vers l'esprit et vers les finances personnelles, ce que j'ai appelé le capital économique. On ne peut pas omettre un des 3 piliers, sinon on se condamne de facto à, on va dire, une limitation et on est plus faible face aux événements du réel, donc aux événements extérieurs. Donc voilà, j'en terminerai sur ça. Je vous invite quand même, en cette fin de vidéo, si vous êtes resté jusqu'au bout, à rejoindre mon canal Telegram sur lequel je publie tous les jours un contenu soit sur un thème de philosophie ou un thème de société. Mais en tout cas, j'y fais de la formation quasiment quotidienne, donc rejoignez le Telegram, c'est entièrement gratuit. Travaillez plus que jamais sur votre propre reconquête parce qu'il n'y aura aucun sauvetage par le haut, mais tout viendra de vous. Et surtout, ne faites pas partie de ceux qui font partie du problème justement, qui instrumentalisent ou qui alimentent le problème et qui pourtant se plaignent que le réel n'obéit pas à leurs croyances. En réalité, tout le monde réclame la paix, mais personne n'y contribue assez. Chacun de nous est un morceau de l'énigme à résoudre, et donc, au lieu d'attendre quoi que ce soit du monde, du réel ou des événements, tâchons d'attendre beaucoup plus de nous-mêmes. D'ailleurs, comme disait Nietzsche, il se forme une classe d'esclaves, veillons à ce qu'il se forme aussi une noblesse, alors choisissez bien votre camp.